Hey, salut. Aujourd'hui, je vous propose de partir aux origines de l'Ultra Trail, le plus célèbre du game avec l'UTMB, le Grand Raid de la Réunion, plus connu sous le nom de la Diagonale des Fous. Aux origines de la Diag. Chapitre 1, 1988, le cross du Piton des Neiges. À l'origine des origines, il y a une course, le cross du Piton des Neiges. Course créée par celui qui est alors directeur de la maison de la montagne de Cilaos, Jean-Jacques Mollaret. Jean-Jacques Mollaret a été capitaine de la compagnie de gendarmerie de Chamonix, patron du PGHM, puis commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre à La Réunion. De par ce parcours professionnel, il est celui qui est à l'initiative du jumelage entre les communes de Cilaos et de Chamonix. Le cross du Piton des Neiges, première course de montagne de La Réunion, se veut le pendant du cross du Mont Blanc. Cette dernière épreuve, le cross du Mont Blanc, course d'une vingtaine de kilomètres, est née en 1979 et est à l'origine du marathon du Mont Blanc, épreuve d'ultra-endurance non moins célèbre, dont les distances phares aujourd'hui sont le 42 et le 90 km, mais c'est une autre histoire. Fort de la réussite de cette première épreuve, le cross du Piton des Neiges, Jean-Jacques Mollaret décide d'aller plus loin et de créer la première épreuve d'ultra-endurance de montagne à La Réunion, la Marche des Cimes. Chapitre 2, la Marche des Cimes. Jean-Jacques Mollaret ambitionne de tracer un parcours traversant l'île de La Réunion de part en part, un parcours qui ira forcément au-delà des 100 km, barrière mythique, difficilement concevable pour l'époque. En effet, il faut se rappeler que nous sommes en 1988 et que la réalisation d'un tel projet ne va pas de soi. Pour voir si ce projet est réalisable, Jean-Jacques Mollaret demande à son ami Roger Faconde de réaliser ce parcours. Et il le fait. À propos de cette expérimentation, Jean-Jacques Mollaret dira « On a prouvé qu'un homme pouvait réaliser plus d'une centaine de kilomètres entre 10 heures et 30 heures. Et après, on a lâché les locomotives sur les sentiers. » Les locomotives, vous avez compris, ce sont les coureurs de haut niveau, mais aussi les coureurs amateurs. Épaulé par son ami Didier Leméoté, spécialiste de l'événementiel, Jean-Jacques Mollaret concrétise le projet et, le samedi 28 octobre 1989, à 4 heures du matin, au départ du Barachois à Saint-Denis en direction du Tremblay à Saint-Philippe, s'élance la Marche des Cimes, première édition mythique de la Diagonale des Fous. C'est une épreuve de 112 km pour un dénivelé de plus/moins 5500 à réaliser en 58 heures maximum. À noter que ce sera la seule édition qui partira du nord pour aller vers le sud. Des 550 marcheurs, dont 75 marcheuses qui prennent le départ, 313 seront finishers. Cette première édition est remportée par Gilles Trousselier en 16h02. Il remportera également les 2 éditions suivantes et Maryse-Thérèse Motion en 25h40. Maintenant, un peu de sémantique. Ça ne vous a pas échappé, le terme de marcheur est révélateur de l'esprit dans lequel est envisagée cette épreuve d'ultra-endurance. Elle est perçue plus comme une grande randonnée qu'une course. Or, on le voit bien, ces marcheurs de la première édition marchent tout autant qu'ils courent, tout comme les trailers d'aujourd'hui. On comprend que l'activité trail n'est pas clairement définie. La Marche des Cimes s'inscrit, contrairement à l'UTMB,
dans le cadre des courses pionnières de l'Ultra Trail, de celles qui participent à inventer cette discipline. À présent, jetons un œil au matos, au matériel utilisé par ces marcheurs. On hallucine. La discipline de l'Ultra Trail n'existant pas, ou plutôt étant en cours d'invention, il n'y a pas de matériel approprié. C'est logique. La tenue vestimentaire, comme en témoigne notamment le short, sort tout droit des courses de stade ou des courses de route. Pas de chaussures de trail. Mieux, ou plutôt pire, pas de frontale. La plupart des concurrents ont une lampe torche en main. Et surtout, le sac. Sans doute un lot coureur car ils sont quasi tous identiques. Non seulement ces sacs ne sont pas ergonomiques, pas pratiques, mais encore leur tenue laisse grandement à désirer. Ajoutons à cela qu'ils sont remplis à bloc jusqu'à 20 kg. Pourquoi ? Car, point important, la course est alors en autosuffisance alimentaire. Ce qui amène à la question des ravitaux. Eh bien c'est très simple, les ravitaux, il n'y en a pas à proprement parler. Il y a des zones de pointage. Et d'ailleurs, on comprend d'où vient le terme. Une carte portée par la concurrente ou le concurrent est pointée à chaque zone. Reste le balisage. Là aussi, on est au balbutiement. Ce balisage est constitué de flèches blanches séparées de 1 à 2 mètres. Pourquoi ? Parce qu'avec une lampe de poche dans la nuit, c'est difficile de voir grand-chose. Par conséquent, il faut que ce balisage soit très, très rapproché et très, très gros. Venons-en maintenant à ce qui, dans l'imaginaire collectif, est associé aux épreuves d'ultra-endurance, la thématique de la folie. Elle est déjà là, dans le regard extérieur. La journaliste qualifie ces marcheurs de doux fêlés du petit matin, mais aussi, dans celui des participants, de manière plus philosophique, comme en rend compte cette interview. C'est un peu la folie qui nous pousse à ça, parce que c'est du masochisme complet, c'est souffrir pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Mais ça, c'est ce que, je dirais, ce que notre conscience nous demande, réclame d'avoir. Et ça, c'est pour notre bien-être. C'est parce qu'on a tous besoin d'un peu ce grain de folie qui nous permet de vivre agréablement. Cela dit, le surnom de Diagonale des Fous ne s'imposera qu'en 1994 et on la doit à un journaliste de Jogging International, Bernard Morin, qui dans son reportage publie une photo prise d'hélicoptère dans laquelle on voit les trailers traverser la plaine des Sables en diagonale et à la file indienne. Cependant, s'il y a folie, elle est surtout dans le choix du sponsor de cette première édition, un fabricant de cigarettes dont on taira le nom. Effectivement, les gens qui ont pensé cette course, forcément, ils ont fumé. Chapitre 3. Les éditions suivantes de 1990 et de 1991. Dans les éditions qui suivirent, on relève 3 changements notables. Tout d'abord, le nom de la course, qui devient la Grande Traversée. Ensuite, le parcours, qui s'allonge et passe à 124 km. Chaque édition suivante augmentera la distance jusqu'aux 175 km actuels pour 10 500 de dénivelé. Enfin, le sens de la course s'inverse. On part du sud pour aller au nord, et ce de manière définitive, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
Preuve d'un engouement immédiat, le nombre de participants double. On passe de 550 à 1 millier. Par contre, pour ce qui est du matos, ça reste la préhistoire. Afin d'honorer sa mémoire, je tiens à signaler qu'en 1992, le fondateur de l'événement, Jean-Jacques Mollaret, va trouver la mort dans une avalanche à la Foudalos, Alpes du Sud. Il a pu assister à l'essor prometteur de la course qu'il a créée. Avait-il deviné qu'elle prendrait une telle importance par la suite jusqu'à devenir l'un des ultra-trails les plus célèbres de la planète? Chapitre 4. L'éphémère course de la pleine lune. En 1993, l'équipe qui organise l'événement change, et le nom de la course aussi. Elle devient la course de la pleine lune, nom qui va très vite tomber dans les oubliettes de l'histoire de l'Ultra Trail, éclipsé par ce qui deviendra le nom officiel de l'épreuve jusqu'à aujourd'hui, et sans doute pour toujours, le Grand Raid. Chapitre 5. Le Grand Raid. C'est l'année suivante, en 1994, que la course prend son nom définitif, le Grand Raid, et comme on l'a vu auparavant, son surnom définitif, la Diagonale des Fous. Ce qui entraîne un changement sémantique pour désigner les participants. Ils ne sont plus des marcheurs, ce qu'ils n'ont en fait jamais été, car comme on l'a vu, ça court et ça marche depuis le début. Ils deviennent des raiders. Ce changement témoigne d'une prise de conscience de la singularité du sport qui a été inventé, mais que l'on n'appelle pas encore le trail. 1995 est l'année de l'internationalisation du Grand Raid. Une prise de conscience, à grande échelle, de l'enjeu économique et culturel de l'événement. Désormais, il y a des ravitaux dignes de ce nom. Et avec l'internationalisation, le rituel de départ de la course se met en place. On voit l'apparition du t-shirt mythique avec ses couleurs blanc, jaune, bleu, l'ambiance festive que l'on qualifiera de folklorique, l'engouement du public. En 1996, Miss Réunion est même là pour assister au départ. En 1998, pour la première fois et jusqu'à aujourd'hui, l'arrivée se fait au stade de la Redoute. On en est à plus de 1800 participants pour atteindre en 2000 2222 participants. À noter que l'édition de 2002 est marquée par un double drame, la mort de 2 trailers victimes de chute. Mais pour autant, la machine ne cesse pas de continuer à s'emballer. Chaque année, la distance et le dénivelé augmentent, ce qui amène à avancer l'heure de départ de l'épreuve. Jusqu'en 2004, on partait un peu avant l'aube, à 4 heures du matin. En 2005, on part à 2 heures du matin. 1 heure du matin en 2006. Minuit en 2008. Et enfin, 22 heures en 2010. 2010, justement, marque la dernière année d'une certaine forme d'insouciance du Grand Raid. Symboliquement, on peut considérer que cette date marque définitivement la fin du temps des pionniers. Chapitre 6. L'édition 2010. Cette édition marque un tournant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le parcours est fixé et ne changera que peu par la suite. 163 km du sud au nord pour un peu moins de 10 000 mètres de dénivelé, précisément 9 645 mètres. Ensuite, le nombre de participants a atteint la barre symbolique des 2500. Le matos, bien qu'encore perfectible, est désormais adapté à la discipline. Les flasques ne sont pas encore là, mais les rangements sur les bretelles des sacs pour mettre des bouteilles apparaissent. Et, surtout, c'est l'emballement médiatique, avec l'arrivée pour la première fois sur la course de celui qui, après sa victoire en 2008 sur l'UTMB à l'âge d'à peine 20 ans, est devenu la figure, pour ne pas dire l'incarnation, de cette nouvelle discipline, l'Ultra Trail,
vous avez deviné, Kylian Jornet, la star, est en train de naître. Caméra envahissante? À croire que la folie médiatique supplante la folie de la Diag. Le sac ergonomique de Kylian, sponsorisé par Monsalvo, est la preuve d'un intérêt des marques pour cette discipline qui est en train de prendre un essor phénoménal. La machine est lancée et rien ne saurait l'arrêter. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier Guylaine Maffre, Léo Courtésian et Paul Cléosséry pour l'ensemble des informations qu'ils m'ont fournies. Si ce type de format vous a plu, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, voire à participer à la cagnotte Envoie un bâtard royal, ambiancer le MDS. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé au projet. Bonne continuation et banzai!